Dans les années 1930 à 1960, confrontés aux prédictions parfois déroutantes de la mécanique quantique, les physiciens ont commencé à se demander si l'univers dans lequel nous vivions obéissait réellement à un fonctionnement local. C'est John Bell qui a été le premier à poser un cadre théorique précis pour aborder cette question. Ces travaux ont ensuite été prolongés et clarifiés par ceux d'Abner Shimony, John Jarrett et d'autres chercheurs qui ont permis de distinguer les différentes formes possibles de non-localité et d'en proposer une formulation moderne. Ce cadre conceptuel, toujours au cœur de la physique fondamentale contemporaine, est celui auquel on va s'attaquer dans l'épisode d'aujourd'hui. On a déjà parlé sur la chaîne d'intrication quantique et de phénomènes liés comme la téléportation quantique. Aujourd'hui, je voulais faire un épisode un peu plus technique que d'habitude pour ceux qui s'intéresseraient au cadre formel et conceptuel autour de ces questions. On va parler de variables cachées, de niveaux opérationnels et ontologiques, de la règle de la factorisation de Bell, de signaling et d'autres subtilités. Vous pouvez utiliser le chapitrage de cette vidéo pour en consulter le contenu ou retrouver les parties qui vous intéressent. Avant de donner une définition formelle de la notion de localité en physique fondamentale, on va tenter d'expliquer ce qu'on entend intuitivement lorsqu'on déclare que les lois qui régissent un univers ont un fonctionnement local. Pour commencer à parler de localité, il faut que le concept de position soit défini, et donc avoir un espace, ainsi que des objets ou des champs habitant celui-ci. Ce qu'on entend par fonctionnement local des lois physiques, c'est respecter la contrainte que ce qui se produit en un point ne dépende que de l'état de son voisinage un peu plus tôt, et à l'inverse ne puisse influencer directement que ce même voisinage. Pour un exemple de tel univers au fonctionnement local, on peut penser aux automates cellulaires, comme ici celui du jeu de la vie de Conway, où l'état de chaque cellule de la grille ne dépend que de son état précédent et de celui de ses 8 voisins directs. Dans les années 60, le physicien John Bell a cherché à généraliser cette notion, et cela passe par un outil, les diagrammes espace-temps. Comme leur nom l'indique, une dimension représente ici l'espace, l'autre le temps. Un point de ce diagramme est un événement, doté d'une position et d'une date. Si on impose une vitesse maximale de propagation spatiale des chaînes de cause et d'effet, on peut associer à un événement deux cônes. Celui des événements qu'il est susceptible d'influencer dans le futur, et celui des événements passés qui sont susceptibles de l'avoir influencé. On va considérer toute l'information, appelons-la lambda, contenue dans une fine couche couvrant toute la largeur du cône des événements passés. Dans un univers déterministe, cette information permet de calculer avec certitude ce qui se passera au niveau de notre événement. Pour un lambda donné, il n'y aura qu'une seule manière de jouer les événements de ce cône jusqu'à notre événement de référence. Dans un univers fondamentalement indéterministe, des événements aléatoires locaux pourraient spontanément se produire entre notre couche et notre événement de référence. L'information lambda ne permet plus de déterminer avec certitude l'événement E, mais par contre cette information fixe une certaine distribution de probabilité. L'objet mathématique adapté est la probabilité conditionnelle. Ici, la probabilité conditionnelle sachant lambda de faire une certaine observation sur notre événement de référence. Sa distribution ne dépend que des tirages aléatoires internes à notre section de cône passé. Connaître une partie de l'information en dehors du cône pertinent ne change pas cette probabilité. Elle ne nous aide en rien à préciser ce qui sera observé. Si on considère par exemple l'information gamma dans cette fine couche d'événements hors de notre cône, notre principe s'exprime mathématiquement ainsi. La probabilité conditionnelle d'un certain événement E sachant lambda et gamma est égale à la probabilité conditionnelle de ce même événement sachant uniquement lambda. Notez que dans ce cadre, on suppose une vue omnisciente sur l'univers ainsi qu'une connaissance complète de l'information contenue dans celui-ci. En pratique, comme nous faisons nous-mêmes partie de l'univers et sommes soumis à ses lois, certaines choses peuvent nous être inaccessibles. C'est pour cette raison qu'on distingue généralement deux niveaux, le niveau opérationnel et le niveau ontologique. Le niveau ontologique, c'est cette description omnisciente de comment sont les choses, la connaissance absolue de toute l'information sur ce qui est. Une théorie à ce niveau est une théorie descriptive dont on postule que les éléments abstraits correspondent à des éléments réels et à l'inverse que ces éléments réels sont tous ainsi modélisés. On peut lier ceci à la notion philosophique de vérité-correspondance et je vous invite à voir l'épisode de Monsieur Phi sur le sujet.
Le niveau opérationnel, lui, est lié à notre point de vue concret d'expérimentateur limité, avec potentiellement une partie de l'information sur l'univers qui nous est inconnue, voire fondamentalement inaccessible, les fameuses variables cachées. À ce niveau, on a des théories prédictives. On sait, par validation expérimentale, qu'on peut les utiliser pour prédire ce qu'on va observer, mais on n'est pas certain qu'elles soient descriptives, qu'elles correspondent concrètement à la réalité sous-jacente. Une petite digression rapide pour ceux qui se demanderaient comment quelque chose de prédictif pourrait ne pas être descriptif. On peut donner un exemple illustratif, celui de la physique statistique, dans lequel on modélise notre ignorance sur les trajectoires des objets par des ondes de probabilité. Ce genre de modèle peut être utilisé pour réaliser des prédictions concrètes, et pourtant certains éléments de la théorie, comme ici ces ondes de probabilité, ne correspondent à rien de réel. Ces ondes, en tant qu'éléments diffus, continus et spatialement étendus dans le modèle, n'ont pas de contrepartie dans la réalité qu'elles modélisent. On a donc ces deux niveaux de description, ontologique et opérationnel, et lorsque Bell s'est intéressé à la notion de localité, en plus d'une simple définition formelle purement ontologique, ce qu'il a cherché à construire c'est un critère opérationnel, c'est-à-dire un test, correspondant à une expérience concrète qu'on pourrait mener en pratique pour conclure sur le fonctionnement local ou non de l'univers dans lequel on vit. Voici le diagramme espace-temps d'une expérience classique à deux sites. On y distingue deux événements qui seront ce qu'on va observer des résultats de mesure. Comme vous pouvez le voir, j'utilise ici les termes anglais outcome, ce que je ferais pour tous les termes qui perdraient de leur sens technique une fois traduits. Deux autres événements, souvent désignés par settings, s'interprètent comme des choix de réglage d'un dispositif par l'expérimentateur. On a donc deux sites, A et B, spatialement séparés, chacun avec son événement de setting et son outcome. Dans ce schéma idéal, on fait en sorte que notre choix de mesure d'un site ne puisse pas influencer la mesure sur l'autre, celui-ci se trouvant en dehors des cônes de causalité futurs pertinents. Cette zone-ci, l'intersection des cônes de causalité passée des mesures, correspond par définition à l'ensemble des événements pouvant influencer les mesures sur un site et sur l'autre. Comme précédemment, on peut s'intéresser à l'information contenue dans une couche strictement après la partie commune et strictement avant les événements de choix et de mesure sur les deux sites. Ces événements de choix sont traités de manière particulière. Ils sont dans le futur de lambda, mais ne sont pas considérés comme contraints par lambda. Ils sont vus comme exogènes à l'univers, comme si on pouvait injecter ces choix depuis l'extérieur ou comme s'ils étaient fondamentalement aléatoires. On reparlera de cette assomption plus tard lorsqu'on abordera les limitations du modèle et le superdéterminisme. On arrive maintenant au cœur de l'argument de Bell. Désignons par lambda A et lambda B les parties de lambda qui respectivement se trouvent dans les cônes passés des mesures sur le site A et le site B. Comme on l'a expliqué précédemment, on sait que le processus qui mène de lambda A à l'outcome sur le même site est statistiquement indépendant du processus qui mène de lambda B à l'outcome sur le site B. Mathématiquement, ceci se traduit ainsi. La probabilité conditionnelle de faire un certain couple d'observations sur les outcomes, sachant lambda A, lambda B et les settings pour chacun des deux sites, est égale au produit des probabilités de voir ce qui se passe indépendamment sur chaque site. C'est-à-dire la probabilité conditionnelle de voir une certaine outcome sur le site A, sachant le setting de ce site et lambda A, fois la probabilité conditionnelle de voir une certaine outcome sur le site B, sachant le setting de ce site et lambda B. Comme la partie pointillée de lambda n'aide ici en rien, et que connaître lambda A pour le site B ou réciproquement ne change rien non plus, on peut simplement écrire cette équation ainsi avec lambda partout, chacun des termes se retrouvant avec plus d'informations que nécessaire, mais le tout se retrouvant plus compact. Ceci est connu sous le nom de règle de factorisation de Bell, qui est donc une caractérisation de notre concept de localité dans ce schéma d'expérience à deux sites. Pour passer de ce résultat théorique à un critère opérationnel, on a besoin de quelques lignes de mathématiques, et pour ne pas surcharger cet épisode déjà très riche, je ne vais pas détailler ces calculs, mais simplement vous en donner l'articulation générale. Dans un premier temps, on raisonne comme si on était omniscient, capable de répéter plusieurs fois la même expérience avec exactement la même valeur de lambda, remettre l'univers dans le même état passé pour faire en sorte que notre résultat ne dépende que d'un éventuel indéterminisme fondamental se trouvant entre lambda et les mesures.
Et on va faire des statistiques, simplement compter des choses, par exemple dans quelle proportion on a mesuré 1 sur le site B lorsque les deux settings étaient sur 0. Parmi ces statistiques de simple comptage, il y a une certaine quantité, notée S de lambda et dont je vous fais grâce de l'expression, sur laquelle on va se focaliser. Lorsque la règle de la factorisation de Bell s'applique, on peut montrer que la valeur moyenne de cette quantité S de lambda est comprise entre -2 et 2. Autrement dit, plus on considère de déroulement d'un univers au fonctionnement local à partir d'un état lambda fixé, moins la statistique mesurée S lambda ne peut sortir de cet intervalle de 2 en valeur absolue. Et ensuite, on utilise une astuce mathématique simple. Si un encadrement est vrai pour chaque valeur, il est vrai en moyenne, quelle que soit la répartition des valeurs. Si vous savez par exemple que les hommes mesurent entre 0 et 3 mètres, que les femmes mesurent également entre 0 et 3 mètres, vous savez que la taille moyenne dans un groupe d'humains sera entre 0 et 3 mètres, quelle que soit sa composition homme-femme. Dans notre cas, c'est le même principe. Si l'encadrement est garanti pour chaque valeur lambda de l'état passé, il est aussi garanti si on ne fixe pas lambda entre les répétitions de notre expérience. En résumé, ce que les physiciens Bell, Clauser, Horn, Shimony et Holt ont construit, c'est un critère, une inégalité, basée sur une quantité statistique S, mesurable en pratique lorsqu'on répète un grand nombre de fois certaines expériences. Si cette inégalité est respectée, on n'est pas certain que l'univers soit local, il peut exister des formes de non-localité qu'elle ne détecte pas, mais lorsqu'elle est violée, on a la garantie de non-localité. Enfin, garantie, pas tout à fait. Souvenez-vous que ce cadre, comme tout cadre formel, fait des hypothèses, et une hypothèse importante ici, c'est celle d'indépendance des choix de settings. Lorsqu'on est parti du principe que ces choix sont statistiquement indépendants de lambda, indépendants de l'état passé. Certaines approches, comme le superdéterminisme, dont on dira quelques mots plus tard, remettent en cause ces hypothèses. Mais si on les accepte, alors toute violation expérimentale de notre inégalité permet de conclure en la nature non locale de l'univers dans lequel on vit, et c'est ce genre de statistique qui a été obtenu de nombreuses fois expérimentalement, toujours autour du phénomène d'intrication quantique. Une notion proche de la non-localité, et qui comme on le verra n'y est pas équivalente, est celle de la communication à distance. Reprenons un contexte A2 site et imaginez observer les statistiques suivantes. Lorsque le setting A se trouve en position 0, on observe en B en moyenne 51% de 0 et 49% de 1. Lorsqu'il se trouve en position 1, on observe en B l'inverse, 49% de 0 et 51% de 1. Ce qu'il est essentiel de comprendre ici, c'est qu'une telle déviation, aussi petite soit-elle, permettrait aux deux sites d'établir un protocole de communication. Le site A choisirait son setting, le site B réaliserait autant de mesures qu'il le désire pour déterminer, avec un niveau de certitude arbitrairement élevé, la position du setting sur le site A, ce qui aboutirait à l'échange d'un bit d'information. Lorsque ce que vous faites à un endroit influence des statistiques distantes, même infinitésimalement, c'est un transfert d'informations, donc de la causalité. En regardant le schéma, vous pourriez conclure que ceci est relativement contradictoire, car on a défini précisément avant des cônes de causalité, et ici on conclut dans une forme de causalité hors de ces cônes. C'est parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas juste de définir la notion de communication à distance, mais de la définir dans un contexte lié à la problématique initiale, la localité. Si je téléphone maintenant à ma grand-mère, je réalise bien un phénomène causal qui va atteindre un emplacement distant. Il s'agit évidemment d'un protocole de communication. Ce que je fais maintenant ici avec mon téléphone influence ce qui se passe ailleurs sur le téléphone de ma grand-mère. Pour que cette notion de communication soit intéressante et non triviale pour notre question de la localité physique, il faut quelque chose de plus, fixer un cadre causal de référence pour pouvoir dire si cette communication se passe plus vite que prévu. En physique, ce cadre est celui de la relativité car elle contient une borne naturelle à la transmission d'informations, la vitesse de la lumière. Imaginons maintenant une autre réalité, toujours avec notre schéma à deux sites. Ici, on aurait au niveau ontologique deux grandeurs, x et y, chacune valant soit 0, soit 1, associées à l'observation en B, qui en serait le ou exclusif. Par définition, x et y sont donc des variables cachées. Et imaginons avoir les statistiques suivantes. Le setting A influence la variable x comme dans le cas précédent, mais pas la variable y. Celle-ci est parfaitement aléatoire et indépendante d'absolument tout et vaut 0 ou 1 dans 50% des cas.
Dans de telles conditions, vous ne pouvez plus utiliser votre protocole pour communiquer au niveau opérationnel. Vous ne voyez que la combinaison XOR des deux valeurs, et la seconde valeur Y, dont vous ignorez tout, vient totalement effacer le signal, la perturbation statistique que l'autre site pouvait engendrer. On illustre ici que la question de l'influence à distance peut se considérer indépendamment au niveau ontologique et opérationnel. Dans cette seconde version, le niveau ontologique réalise une communication sous-jacente, puisque ce qui se passe à un endroit influence des statistiques distantes. Si vous étiez omniscient et connaissiez la valeur de toute grandeur, vous pourriez utiliser ce phénomène physique pour communiquer. Et pourtant, au niveau opérationnel, il n'y a aucune manière d'utiliser ce mécanisme physique pour communiquer. On peut utiliser nos deux exemples pour introduire le vocabulaire important du domaine. Le premier exemple, celui où l'action d'un côté se traduit par une influence statistique expérimentalement mesurable, correspond à ce qu'on appelle du signaling, sous-entendu possibilité de communication au niveau opérationnel et plus rapide que la lumière. Dans notre second exemple, une action d'un côté a bien un effet statistique de l'autre, mais uniquement sur des objets inaccessibles au niveau opérationnel. L'influence se produit au niveau de la réalité sous-jacente. On pourrait intuitivement parler de signaling ontologique par opposition au signaling opérationnel du cas précédent. Dans la littérature, on parle plutôt de violation de paramètres indépendance, ce qui veut dire exactement cela, que si on a accès aux variables cachées au niveau ontologique, un changement d'un côté influence les statistiques de l'autre. Cette seconde réalité serait dite non-signaling car dans la littérature ce terme sous-entend au niveau opérationnel. Et comme on l'a expliqué, à ce niveau notre construction fait disparaître toute trace de la communication sous-jacente du niveau ontologique. Comme on l'a démontré, pour qu'un univers soit local, il doit vérifier au niveau ontologique la règle de la factorisation de Bell. Cette règle de factorisation est mathématiquement équivalente à la conjonction de deux propriétés. La première, paramètre indépendance, comme on l'a vu, impose l'absence de signaling au niveau ontologique, de communication plus rapide que la lumière, dans le fonctionnement interne des règles de l'univers. Ce qui était étonnant, c'est la présence de l'autre condition, car de prime abord, on pourrait penser que se contenter d'interdire toute communication au niveau ontologique, toute influence statistique distante, devrait correspondre à la notion intuitive de localité. Et ici, il y a un point subtil à comprendre. On va reprendre un schéma à deux sites pour illustrer un cas connu sous le nom de PRBox. Dans cette variation, les deux sites ont toujours chacun un choix de setting et la possibilité de faire une mesure. Les statistiques sont les suivantes. Lorsque les deux settings sont en position 1, les mesures sont identiques mais aléatoires. Une fois sur deux, 0 pour chacun des deux outcomes, une fois sur deux, 1 et 1. Lorsque les settings sont dans n'importe quelle autre configuration, les mesures sont toujours aléatoires mais cette fois-ci opposées. Une fois sur deux, 0 sur le premier site et 1 sur le second, une fois sur deux, 1 et 0. Vous noterez qu'avec de telles statistiques, l'outcome sur un site est indépendant du setting sur l'autre. On voit toujours localement exactement 50% de chaque outcome possible. Et pourtant ce cas étrange illustre en fait une seconde manière d'être non local. Dans la première, celle du signaling ontologique, plus souvent formulée comme une violation de paramètres indépendance, ce que l'on faisait à un endroit influençait ce qui se produisait statistiquement sur l'autre. Dans cette seconde forme, la relation logique entre ce qu'on choisit à deux emplacements distants contraint la relation logique entre ce qui se passe à deux autres emplacements distants. Lorsqu'on se trouve devant de telles statistiques qui ne peuvent se factoriser via une cause commune, on parle de violation de outcome indépendance. Cette forme de non-localité est plus subtile, presque pathologique, et n'est possible que dans des univers fondamentalement indéterministes. Dans un univers déterministe, la seule manière d'être non local se résume à de la communication à distance au niveau ontologique. Dans les univers indéterministes, il existe cette autre manière, plus abstraite, d'être non local. Je vous invite vraiment à prendre conscience d'à quel point ceci est étrange et contre-intuitif. Dans les univers indéterministes, il existe une possibilité mathématique sans signaling ontologique, c'est-à-dire sans possibilité d'influencer des événements distants même si vous pouviez accéder aux variables cachées, mais qui seraient pourtant tout de même des univers non locaux où les relations entre choix distants imposent des restrictions sur l'état global. Petit récapitulatif de tout ce qui a été dit.
On est parti de notre notion intuitive de localité et on a tenté de voir ce que celle-ci impliquait dans le contexte formel d'une expérience à deux sites. Sous l'hypothèse de liberté des choix de settings, ceci implique la règle de factorisation de Bell équivalente à la conjonction de deux propriétés, paramètre indépendance, c'est-à-dire le non-signaling ontologique, et outcome indépendance, c'est-à-dire l'absence de la forme pathologique de non-localité réservée aux théories indéterministes. Cette règle de factorisation permet de définir le critère opérationnel de Bell et donc les expériences que l'on peut réaliser en pratique pour trancher sur la localité ou non de l'univers dans lequel on vit. Un autre bilan qu'on peut faire consiste à regarder comment diverses théories quantiques modernes s'inscrivent dans ce cadre. Considérons la mécanique quantique instrumentale, c'est-à-dire utilisée uniquement au niveau opérationnel pour prédire des observations sans présager d'un quelconque pouvoir descriptif de la réalité. On sait qu'elle viole le critère opérationnel de Bell et qu'elle est donc, sous les hypothèses précédemment faites, non locale. On sait également qu'elle est non-signaling, c'est-à-dire qu'elle interdit tout protocole physique permettant de communiquer plus vite que la lumière au niveau opérationnel. C'est un point souvent mal compris. On imagine que la quantique affirme qu'on peut influencer des choses à distance. Non seulement ce n'est pas ce qu'elle dit, mais elle dit précisément l'inverse. Au niveau expérimental, ce qu'on fait à un endroit n'influence aucunement les statistiques d'un autre endroit. C'est le théorème de non-signaling. On va maintenant considérer deux implémentations de notre mécanique quantique, cette fois-ci donc au niveau ontologique et descriptif de la réalité. Je choisis ces deux réalisations, non pas car elles seraient particulièrement fondées, mais uniquement parce qu'elles s'opposent naturellement au niveau des concepts qu'on a précédemment détaillés. Comme il s'agit de deux réalisations de la mécanique quantique instrumentale, il va sans dire qu'elles violent donc également toutes les deux le critère opérationnel de Bell, mais restent non-signaling. La première, c'est la mécanique quantique réaliste, c'est-à-dire simplement le même modèle que la mécanique quantique instrumentale, auquel on n'ajoute rien mais qu'on postule complet et décrivant le réel au niveau fondamental. La réalité décrite par ce modèle vérifie paramètre indépendance, c'est-à-dire que même au niveau des variables cachées, il n'y a pas de causalité plus rapide que la lumière. Elle viole donc outcome indépendance en étant non locale de la manière pathologique réservée aux univers fondamentalement indéterministes. L'autre implémentation qu'on peut opposer, c'est la mécanique bohmienne ou théorie de l'onde pilote. Ici on se trouve sur une réalisation fondamentalement déterministe et donc qui vérifie nécessairement la propriété d'outcome indépendance. Cette théorie viole paramètre indépendance, c'est-à-dire autorise au niveau ontologique sous-jacent de la causalité plus rapide que la lumière. En résumé, on a ici un exemple de deux réalisations ontologiques distinctes des mêmes prédictions quantiques, chacune non locale, mais d'une manière différente. Pour conclure cette vidéo, on peut revenir sur l'hypothèse importante de la démonstration de Bell, l'indépendance des choix de settings, c'est-à-dire le comportement statistiquement libre de ces choix par rapport à l'état passé de l'univers. De prime abord, rien n'empêche que cet état passé contraigne ces choix, qu'ils soient initiés par un expérimentateur ou par un dispositif. Dans les deux cas, il s'agit de structures faisant partie de l'univers et soumises à ses lois, donc conséquence de son état passé. C'est l'argument du superdéterminisme qui refuse cette hypothèse et plutôt que de conclure en la nature non locale des lois physiques suite à la violation expérimentale des inégalités de type Bell, il voit plutôt un artefact statistique, conséquence d'une hypothèse fausse. Mais attention, le superdéterminisme, bien que séduisant, n'a rien de magique. Il ne suffit pas qu'il existe un lien causal entre le passé et les choix, il faut encore que ce lien se traduise par une déviation statistique détectable. Tout l'enjeu du domaine est alors d'exhiber un mécanisme concret capable de produire une telle signature. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère que cet approfondissement du sujet aura plu à certains et leur donnera matière à réfléchir, ainsi que de bonnes bases pour entrer dans la littérature du domaine. En description, vous trouverez plusieurs liens de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, dont une très grande partie du contenu de l'épisode est tirée. Pour soutenir la chaîne, retrouvez Patience sur Tipeee, mais surtout, partagez les épisodes qui vous plaisent aux personnes à qui ils peuvent plaire.